Bienvenue. Aujourd'hui, on va se mettre un peu dans la peau d'un médecin face à un prélèvement. Des microbes sont là. Bon, ça, c'est un fait. Mhm. Mais la vraie question, la question cruciale, c'est qui sont-ils? Sont-ils de simples touristes, des résidents paisibles, ou alors des envahisseurs armés? C'est exactement ça. Et de la réponse dépend non seulement la santé du patient, mais peut-être aussi notre avenir face aux antibiotiques. Alors, pour démêler tout ça, on va se plonger dans trois termes qui sont souvent confondus. Contamination, colonisation et infection. C'est une distinction qui est absolument essentielle. Et c'est fou le nombre de confusions qui existent même en milieu médical. Ah oui. Oui, oui. Cette distinction, c'est vraiment le cœur de ce qu'on appelle la gestion des antimicrobiens. En gros, c'est l'art de savoir quand il faut agir. Et surtout, quand il faut savoir ne rien faire. Un exercice d'équilibriste en somme. C'est un peu ça, oui. D'accord. Alors commençons par le plus simple, le point de départ de tout. J'ai l'impression que c'est la contamination. C'est un peu comme de la poussière microbienne qui se dépose partout, c'est ça? C'est une excellente image. La contamination, c'est juste ça. La simple présence de microbes sur une surface. Ils sont là. Point. Ils sont passifs. Totalement passif. Pensez à une poignée de porte dans le métro. Elle est couverte de bactéries, donc elle est contaminée, mais les microbes ne sont pas en train de se multiplier frénétiquement ou d'envahir le métal. Ils sont juste posés là. D'accord. Donc, si je touche cette poignée, mes mains deviennent à leur tour contaminées. Mais si je me lave les mains juste après, L'affaire est classée, c'est exactement ça. C'est temporaire, c'est réversible. le microbe n'a pas eu le temps de s'implanter. Voilà. C'est pour ça que l'hygiène de base est si fondamentale, surtout à l'hôpital. La stérilisation d'un scalpel, la désinfection, tout ça c'est une lutte contre la contamination pour empêcher que les choses ne dérapent. C'est la toute première barrière. La première est la plus importante souvent. Bien, c'est clair pour la contamination. Mais que se passe-t-il si les microbes ne sont pas juste de passage? S'ils trouvent l'endroit sympa, disons sur ma peau, et qu'ils décident de poser leur valise? Ah, là on change de catégorie. On ne parle plus de contamination, on parle de colonisation. D'accord. Les microbes ne sont plus des touristes, ils deviennent des résidents. Ils s'installent, ils se multiplient, ils fondent une petite communauté. Mais il n'y a pas de problème. Non. Et c'est ça le point crucial. Ils le font en paix. Il n'y a pas d'hostilité, pas de fièvre, pas de douleur, aucune réaction du système immunitaire. C'est une cohabitation. Attendez, là je suis un peu perdue. On nous a toujours dit que les bactéries c'était les méchantes, qu'il fallait s'en débarrasser, et là on me dit que notre corps en est couvert et que tout va bien? Mieux qu'une trêve, c'est souvent une véritable alliance. C'est le fameux concept de microbiote, notre flore corporelle. Ah oui, le microbiote. Dans notre intestin, par exemple, on héberge des milliards de bactéries. Elles sont essentielles pour nous, elles nous aident à digérer, elles produisent des vitamines. En échange, on leur offre le gîte et le couvert. C'est gagnant-gagnant. D'accord. Et pour le Staphylococcus aureus mentionné dans les textes, celui qui colonise le nez d'une partie de la population, lui aussi c'est un allié. J'avais l'image d'un ennemi redoutable. C'est là que ça devient fascinant. Pour les 30% de personnes qui l'hébergent, cette bactérie est souvent protectrice. Elle occupe le terrain, elle empêche d'autres microbes, potentiellement plus dangereux, de venir s'installer. Elle monte la garde en quelque sorte. Exactement. Le problème, c'est que c'est un mercenaire. Tant que vous êtes en bonne santé, il est de votre côté. Mais si vos défenses baissent, une blessure, une opération, il peut se retourner contre vous. Et là, Et il peut déclencher une infection. voilà. C'est cette dualité qui est au cœur du défi. Je vois. C'est donc un équilibre très fragile. On vit en harmonie avec ses colons, mais il suffit de pas grand-chose pour que tout bascule. Et ce basculement, c'est la rupture des traités de paix. C'est l'infection. La déclaration de guerre. C'est le mot. L'infection, c'est quand l'équilibre est rompu. Les microbes, qu'on peut maintenant appeler pathogènes, franchissent les barrières, pénètrent dans les tissus et commencent à s'y multiplier de façon agressive. Et là, le corps ne peut plus l'ignorer. Impossible. Le système immunitaire sonne l'alarme et lance une contre-offensive massive. Et tous les symptômes qu'on connaît, la fièvre, la douleur, le pus, ce sont les traces de cette bataille sombrile. Exactement. Les symptômes, c'est le bruit et la fureur du combat. La rougeur et la chaleur, c'est l'afflux de sang qui amène les renforts, les globules blancs. Le pus, c'est littéralement le champ de bataille après le combat, un mélange de bactéries mortes, de cellules immunitaires. C'est très visuel. Une pneumonie, c'est l'invasion des poumons.
Une infection urinaire, la prise de contrôle de la vessie. Et c'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, qu'on sort l'artérie lourde, les antibiotiques. D'accord, le tableau est bien plus clair maintenant. On a les touristes, la contamination, les résidents, la colonisation, et les envahisseurs, l'infection. C'est un excellent résumé. Mais en pratique, comment un médecin fait la différence? Prenons un cas concret, un patient en soins intensifs. On fait un prélèvement dans ses poumons. Le labo répond « présence de la bactérie X ». Que fait le médecin? C'est le dilemme quotidien. La bactérie X, est-ce une simple colonie qui s'est installée tranquillement ou est-elle en train de provoquer une vraie pneumonie? Et la réponse n'est pas dans le résultat du labo. Non. La réponse est dans le patient. Est-ce qu'il a de la fièvre? Est-ce que ses besoins en oxygène augmentent? Est-ce que la radio des poumons montre quelque chose de nouveau? Si la réponse est non à tout ça, il y a de fortes chances que ce soit une simple colonisation. Mais la pression de faire quelque chose doit être énorme, non? Face à un patient fragile, on pourrait être tenté de traiter au cas où. C'est une excellente question. Et c'est le piège. Le piège absolu. Parce que traiter une colonisation au cas où n'est pas un geste neutre, hein. C'est une décision qui peut avoir des conséquences très graves. La première étant, j'imagine, la résistance aux antibiotiques. Évidemment, c'est le risque à long terme. Chaque fois qu'on utilise un antibiotique pour rien, on entraîne les bactéries, on tue les plus faibles et on sélectionne les plus résistantes. On fabrique les superbactéries de demain. D'accord, ça c'est le risque pour la collectivité. Mais pour le patient lui-même, y a-t-il un risque immédiat? Absolument. Et c'est la deuxième conséquence, plus insidieuse, la surinfection. C'est un point clé des sources. La surinfection. Pensez à votre microbiote intestinal comme une forêt tropicale, un écosystème en équilibre. Un antibiotique à large spectre, c'est un bulldozer qui rase tout. Il ne tue pas seulement la mauvaise bactérie, il anéantit aussi une grande partie de notre flore bénéfique. Ça crée un vide écologique en quelque sorte. Un vide que la nature a horreur. Et ce vide est comblé par les premiers organismes qui traînent et qui sont résistants à l'antibiotique, souvent des opportunistes. Comme le Clostridium difficile? L'exemple parfait. Dans un intestin dévasté, il peut proliférer et libérer une toxine qui provoque des diarrhées terribles, parfois mortelles. L'antibiotique a créé la maladie qu'il était censé prévenir. C'est dingue, c'est incroyablement paradoxal. Totalement. L'autre exemple classique, c'est le Candida albicans, une levure. Après des antibiotiques, elle peut flamber et causer un muguet buccal ou une candidose. Donc le défi est immense, hein? Peser le bénéfice de traiter une vraie infection contre le risque de provoquer autre chose. Voilà, c'est pour ça que la décision ne doit jamais être prise à la légère. D'accord. Admettons maintenant que le médecin soit certain. C'est une infection, la guerre est déclarée, il faut agir. Est-ce que tous les antibiotiques se valent? Pas du tout. Et là, on touche une autre distinction importante. Il y a deux grandes stratégies. D'un côté, les agents bactériostatiques. Statiques, qui arrêtent? Exactement. Ils ne tuent pas directement. Ils paralysent la bactérie, ils l'empêchent de se reproduire. En gros, ils gèlent le front et ils comptent sur le système immunitaire du patient pour venir faire le ménage. On aide le corps à gagner la guerre lui-même. C'est ça. Et de l'autre côté, il y a les bactéricides. Eux, c'est l'artillerie lourde. Leur but, c'est de tuer, directement, massivement. Et le choix dépend du patient. Énormément. Si le patient a un système immunitaire robuste, un bactériostatique peut être parfait. Mais si votre patient est immunodéprimé, si son armée est déjà à genoux, vous avez besoin d'une arme bactéricide qui peut finir le travail toute seule. C'est une décision complexe, bien au-delà de bactéries égale antibiotiques. Bien au-delà. Donc pour résumer, cette distinction entre contamination, colonisation et infection, ce n'est pas juste du vocabulaire de spécialiste, c'est une compétence clinique vitale. Une mauvaise lecture peut aggraver l'état du patient et en plus alimenter cette crise mondiale de la résistance. C'est la synthèse parfaite. Savoir ne pas appuyer sur la gâchette est aussi important que de savoir viser juste. Et ça ouvre des perspectives pour l'avenir, j'imagine. Absolument. Et c'est peut-être la pensée finale. À mesure qu'on comprend l'importance de notre microbiome, de nos côlons, notre approche est en train de changer. Plutôt que de penser en termes d'éradication, de tuer l'ennemi, On pense en termes d'écosystème. on commence à réfléchir en termes de gestion d'écosystème, oui. Comment maintenir une colonisation saine? Comment renforcer nos alliés pour qu'ils nous protègent? Le futur de la lutte contre les infections réside peut-être moins dans la recherche de nouveaux bulldozers que dans l'art subtil du jardinage de notre propre écosystème intérieur.